Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de la problématique du vaccin dans le contexte africain, à prendre ou à laisser, parce que ici et là, il émerge une opinion pas très favorable à l'inoculation du vaccin dans le contexte du Covid-19 aux Africains. On va voir les effets, comment lutter donc contre cette mauvaise publicité. Au plateau, docteur Simawe Pana, il est médecin, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, notamment au Niger. Il est avec docteur Silver Kevi, médecin du travail, expert international en santé au travail et environnement. Alors, merci de rester avec nous. Vous êtes seconde partie. Je voudrais demander d'abord si le vaccin, en réalité, dans l'histoire, a été une vraie solution, une solution efficace contre les maladies pandémiques. Docteur Kevi. Ok, merci beaucoup. Non, le vaccin, c'est dans la prise en charge, dans la prévention, a été quand même capital dans la prévention. On prend l'exemple simple, c'est par rapport à la vaccination qui a été faite lors des épidémies de variole dans la colonie togolaise, pendant la colonisation allemande. Dans un premier temps, c'est vrai que le processus de la vaccination a été fait sans avoir bien préparé les gens ou avoir préparé la population à cela. Et donc, par rapport à ça, il y a d'abord eu, disons, un blocage au niveau des populations. Dans un second temps, les médecins qui étaient là ont pu quand même vacciner une partie de la population. Et c'est vrai que il y a eu des effets secondaires par rapport à cette vaccination qui a eu beaucoup d'effets. Mais, par exemple, les médecins qui étaient là en ce moment pour mettre en place l'embryon du système de santé ne se sont pas arrêtés là-bas et ils ont continué. Dans le processus de continuer, ils ont, en ce moment-là, il y avait, disons, un laboratoire qui était spécialisé en préparation de vaccins en Allemagne, donc, qui ont pu leur amener. Mais au moment où, disons que cette vaccination, ce vaccin n'était pas encore là, il y avait les populations qui avaient, disons, certaines pratiques. Par exemple, ils pouvaient, par exemple, enlever les croûtes des pustules chez les personnes qui ont été déjà vaccinées et ils le scarifiaient, le remettaient à d'autres personnes. C'était des formes de vaccins, ils sont produits un peu traditionnels. Et par la suite, les vaccins qui ont suivi le processus sont arrivés au Togo en ce moment. Ça a permis de pouvoir continuer la lutte et appuyer par les organisations internationales, en l'occurrence l'OMS en ce moment-là, ont permis à ce qu'à un moment donné, il y a eu une éradication de la variole, par exemple. Et vous avez vu ces derniers temps aussi, ça c'est très proche de nous, le processus jusqu'à l'élimination de la polio, par exemple. Et donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Docteur Pana. Oui, dans l'histoire, je dois dire que la science, comme l'a dit le docteur Kevi, a évolué. Oui. Et nous pouvons dire, comme nous l'avons dit auparavant, la production d'un vaccin respecte une chose. Ou bien on prend le germe, on l'atténue, ou bien on le tue et on l'inocule. C'est le principe simple, ça. Et puis l'organisme fabrique. Mais les vaccins, si on rentre dans l'histoire, ont fait leurs preuves. Je ne veux pour preuve que les vaccins ont permis de pouvoir éradiquer la polio. Oui. Tout dernièrement, vous avez vu que l'Afrique a été déclarée libre de la polio, qui a paralysé beaucoup d'enfants africains. Et dans la tradition, quand un enfant était paralysé, on dit « Ah, c'est le voisin qui a envoyé son boa pour avaler les pieds. » Nous bien, on l'a envoyé Tchakatou, alors que c'était la poliomyélite. Donc c'est grâce au vaccin qu'aujourd'hui, on a moins d'enfants paralytiques dans le monde et principalement en Afrique. Les vaccins ont permis d'éviter la propagation définitive de la peste.
la variole dont il a parlé, la rougeole. Aujourd'hui, si vous vous remarquez, les taux de mortalité et même le taux de morbidité, c'est-à-dire le nombre de cas diminue au fur et à mesure qu'on vaccine. On a éliminé le tétanos, là où il est très réduit. Nous avons surtout éliminé la fièvre jaune avec les vaccinations dans le monde, ce qui fait que les gens n'attrapent plus, bien qu'il y ait des cas isolés encore, mais pas de cette ampleur-là. On a effectivement réduit drastiquement avec le vaccin les cas de diphtérie et de coqueluche, ces maladies-là qui décimaient les enfants. On a également, pour terminer, encore comme exemple, avec la vaccination, avec les vaccins, maîtriser les fièvres typhoïdes, notamment les fièvres typhoïdes para A et puis para B, ce qu'on appelle généralement le TAB, où certains de nos... Je pense que bon, le TAB, ça donne la force, etc. En fait, le vaccin TAB, c'était produit pour les gens qui allaient dans les tranchées et qui souffraient de typhoïde, et qui étaient décimés par l'alimentation et puis les eaux souillées là-bas. Aujourd'hui, donc, la vaccination dans l'histoire a montré que lorsque on prend le vaccin là, on risque de ne pas attraper la maladie et donc d'en mourir ou bien de ne pas avoir les séquelles ou les complications. Mais dans l'histoire, les vaccins ont eu quand même quelques mauvaises publicités. On cite parfois des cas au Nigeria où des vaccins ont été détournés de leur objectif, ce qui fait que la population est plus ou moins échaudée. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait vraiment voir ce type de vaccination qui a été fait. Est-ce qu'ils ont suivi le protocole? Est-ce qu'il y a eu des dérapages ou des dérapages sont-ils possibles? Oui, non, mais c'est possible qu'il puisse y avoir des dérapages. Je me souviens que, bon, c'est sûr qu'il y avait eu un cas comme ça au Cameroun, hein, où il y a eu des situations où les gens ont voulu faire des essais cliniques sans même avoir l'autorisation. Et deuxième, sans que même les individus soient au courant qu'on est en train de tester un vaccin sur eux. Donc on leur a dit non, on voudrait juste vous donner des médicaments pour pouvoir prévenir les infections sexuellement transmissibles, alors que c'est autre chose. Donc, vous voyez, c'est que comme on a aussi le phénomène des faux médicaments, il peut y avoir des faux vaccins aussi. Il y a des faux vaccins. Il y a des faux vaccins. Et puis, il y a des vaccins qui n'ont pas suivi le circuit adéquat. Et donc, du coup, ces vaccins vont maintenant avoir des effets. Et dès qu'il y a ces effets-là, vous savez, surtout aujourd'hui, avec la possibilité des réseaux sociaux, c'est très facile de pouvoir faire propager certaines informations. Et pas plus tard que hier, il y a une maman qui m'appelait pour dire que non, que il y a une semaine, on est voulu leur faire la vaccination contre le Covid-19 et ils ont chassé les gens. Donc, vous voyez que... alors qu'il n'y avait pas... C'est pour dire que, par rapport à ce que les informations que les gens écoutent, par rapport à certaines choses même qui ne sont même pas vraies, vont avoir de l'impact même sur le processus de vaccination habituel qu'il y a. Est-ce que vous voyez? Et donc, par rapport à ça, je pense quand même qu'il est lieu aujourd'hui qu'on puisse mieux mettre en place un bon système de contrôle de tout ce qu'il y a comme processus de vaccination qui arrive. Et puis les populations, ils connaissent, c'est-à-dire qu'il y a des équipes cadres du ministère dans tous les districts, même dans les villages les plus avancés. Et donc quand quelqu'un vient avec un vaccin ou un élément qui n'est pas approprié, normalement ils ont le droit de pouvoir faire le retour d'informations à un niveau plus élevé pour que les décisions à ce niveau soient prises. Docteur Pada, pourquoi les vaccins ont une mauvaise cote dans certains pays en Afrique? Comme l'a dit mon confrère Dr Kévi, c'est une question de communication. C'est très important. Avant qu'un vaccin ne soit administré dans la communauté, généralement, le pays concerné procède à ce qu'on appelle la préqualification, la validation et tout ça là. Donc, il revient à l'État de s'assurer que
le vaccin qu'il reçoit pour mettre à la disposition de ces communautés-là a subi tous les tests. Il a aussi rappelé les faux vaccins et les faux médicaments. Il y en a beaucoup en Afrique, malheureusement. Et cela nous amène à interpeller les gens. Si vous voulez vous faire vacciner, il n'y a que des lieux sûrs où vous devez aller et vous êtes sûr que vous allez recevoir un vaccin qui est correct et qui est de qualité. Maintenant, si vous allez dans votre quartier chez quelqu'un qui est suspect, parce qu'il vous a dit que lui, il a tel vaccin qu'il a gagné, vous prenez le risque d'avoir justement les effets secondaires négatifs ou même le décès. On en a vu. La troisième chose, c'est que les faux vaccins, je prends l'exemple, par exemple, de la méningite. On en a vu. L'OMS a mis un système qui permet rapidement de déceler cela. Malheureusement, les gens profitent de la naïveté de la population dans certains pays pour s'enrichir. Mais d'où viennent les faux vaccins, les faux médicaments? Est-ce que les pays n'ont pas les moyens de contrôler ces vaccins qui sont inoculés? Mais justement, il y a ce qu'on appelle les systèmes d'alerte. Et chaque pays en a. L'OMS a essayé d'aider les pays à mettre ce système d'alerte-là. Plus un pays alerte, ça veut dire que son système de surveillance est efficace. Et quand j'étais au Niger en tant que représentant, j'avoue que le système marchait très bien. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, on était saisi. Et rapidement. Les gens se cachent dans certains pays pour fabriquer les vaccins. Même les médicaments. Les gens prennent parfois de la poudre pour mettre dans les gélules pour dire que c'est des antibiotiques, tout ça là. Quelqu'un, et c'est pas dans la santé seulement, hein, même dans les produits alimentaires, on en trouve. Donc il faudrait que les pays mettent des systèmes de contrôle pour s'assurer que ce qui va sur le public est de qualité. Mais est-ce que l'OMS ne peut pas jouer ce rôle pour avoir des échantillons à tester à chaque fois dans les différents pays? Oui. Est-ce que ce travail se fait quand vous étiez au Niger, par exemple? Non, de temps en temps, est-ce que vous descendez dans les officines pharmaceutiques à l'occasion de certaines vaccinations pour vous assurer de ce qui est inoculé aux populations? Absolument. L'OMS ne va même pas se substituer au pays. On n'a pas beaucoup de ressources. L'OMS n'a pas beaucoup de ressources pour aller, par exemple, à Dapon, à Mango, à Kara, à Bassa, pour vérifier tout ça. Mais le ministère de la Santé a ces structures qui doivent pouvoir le faire. Et il y a les protocoles que l'OMS a mis à leur disposition. Il y a les méthodes aussi d'aller par surprise contrôler justement les pharmacies et les laboratoires. Il y a tout ça là qui est mis en place. Mais rassurez-vous, il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles. Alors, quand quelqu'un fabrique dans son petit coin, dans sa chambre, un produit, il le met avec ce qu'on appelle une fausse information sur l'étiquetage. C'est ça qui permet même de déceler que ça, c'est un faux. Parce que le vaccin ou le médicament qui a eu le label, qui a eu de l'autorisation de mise sur le marché, a des index, a des numéros, des lots. Et donc, celui qui veut imiter là, il imite, mais quand il imite, il ne peut pas tout imiter. Et c'est comme ça que quand on fait des surprises, des contrôles surprises, on arrive à dire que ça, quand on constate ça, on prend, on envoie ça au laboratoire qui émet de la fabrication de ce produit. Lui dit non, c'est pas notre vaccin, c'est pas notre médicament. Je voulais finir pour dire que nous avons également un élément très important. Excusez-moi, la religion joue un rôle très important dans la vaccination et dans la santé. Je vais vous donner un seul exemple. Quand j'étais encore dans la région de la Kara, il y a eu un cas où un monsieur a pris un petit chien qui malheureusement portait la rage. Le chien a mordu tous les membres de la famille. Il est allé, on lui a prescrit les sérums antirabiques et tout ça. Mais comme il appartenait à un secte, le papa a refusé de se faire injecter justement le sérum. Parce que dans leur conviction,
Aucun corps étranger ne doit rentrer dans leur organisme. Conclusion, c'est que tout le monde a survécu. Et un jour, moi j'étais là, parce que c'était un parent. À 14 h, on m'appelle qu'on a amené l'enseignant là, au CHR de Kara. Il faisait la rage. Or, vous le savez, lorsque la rage se déclare, il n'y a rien à faire, c'est la mort. Il est mort, tout simplement, parce qu'il a cru à sa foi de religion où un corps étranger ne rentre pas dans son organisme. Il a refusé de prendre le selon antirabique. Il en est mort. Je trouve que c'est stupide quand on raisonne comme ça. Et on en a beaucoup, malheureusement, dans nos communautés où les gens font cette propagande-là sous le couvert de la religion. On en a vu. Et comme il a dit Dr. Kévi, les réseaux sociaux actuellement sont aussi un facteur de propagation de ces rumeurs, de ces contre-vérités-là qui amènent les populations qui sont parfois naïves à croire à ce qu'on leur dit sur la base de leur foi. Et ça, je pense que les médias, vous devez aider pour qu'on combatte ce genre de rumeurs-là. Docteur Kévi, justement, cela m'amène à vous demander ce qui explique la méfiance de certains Africains à l'égard du futur vaccin contre le coronavirus. Le vaccin n'est même pas encore là, mais il a une très mauvaise cote. Oui. Non, je pense que c'est d'abord... il y a eu des incidents en début, surtout avec cette affaire des essais cliniques. Des essais cliniques où on a, disons, comparé les Africains un peu à des, à des rats de laboratoire. Et donc, vous voyez que c'est des éléments qui... Et puis, ce qu'il y a, c'est que, vous savez, au niveau des réseaux sociaux, vous avez des gens qui manipulent beaucoup l'information, Et comme vous l'avez vu, il y a des tendances, comme on le dit, des tendances conspirationnistes pour dire que, bon, voilà, d'abord, dans le premier temps, moi, avant même que ça ne commence, déjà en février, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un élément, tout un élément bien structuré pour dire que non, que c'est disons, coronavirus, disons que c'est un truc qui a été mis en place pour pouvoir éliminer l'ensemble, disons, des pays africains, vu que maintenant, il y a beaucoup de jeunes, etc. Donc, il y a plein d'éléments. Maintenant, secondo, il y a l'effet où la maladie n'a pas rapidement atteint l'Afrique. Et donc, l'Africain, à notre niveau, il y avait une relative accalmie. Et donc, du coup, d'abord, les Africains se sont dit, bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui meurent de l'autre côté. Nous, il n'y a pas beaucoup de gens chez nous. Donc, normalement, nous, on n'a pas besoin de tous ces éléments-là. Donc, tous ces éléments-là, avec la fausse information qui est passée, ont fait qu'à un moment donné, les Africains se sont dit, ben, d'abord, c'est qu'eux-mêmes n'en produisent pas. Donc, ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est un élément qui va venir de l'extérieur. Et donc, du coup, il y a une appréhension qui est restée là. Et donc, qui s'est ancrée. Et que même, il y a un système au niveau des réseaux qui le renforce chaque fois. Donc, par rapport à telle situation. Et donc, du coup, à un moment donné, vous avez vu, l'ensemble des Africains sont devenus réfractaires à la vaccination, alors que nous venons de dire depuis le début de l'émission qu'il y a eu beaucoup de maladies que nous avons éliminées liées à la vaccination. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui un nouveau élément. Et donc, par rapport à ça aussi, il y a aussi le fait qu'il faudrait s'appuyer sur ce nombre d'éléments. Dr. Pana vient de le dire, je vais venir sur ça. Dans le processus de la communication, il faut aussi faire appel à d'autres domaines. L'anthropologie, l'histoire, la sociologie. Ces personnes-là connaissent mieux l'organisation des populations. Je vais vous relancer sur la communication tout à l'heure. Okay. Le temps de demander à Dr. Pana s'il faut balayer d'un revers de main les critiques qui sont formulées contre le futur vaccin. Est-ce que tout est faux? Est-ce que, en tant que scientifique, vous prenez le temps d'analyser ce qui se dit, ce qui est reproché à ces vaccins? C'est totalement farfelu? Non, on ne balaye pas de revers de la main tout ce qui est fait, mais on fait des analyses. Quand une information tombe, on fait une analyse scientifique, on fait des recoupements, on voit la validité ou la non-validité sur le plan scientifique. Comme il a dit, je peux rester dans mon salon, je fabrique une histoire et puis je la balance. C'est pour ça qu'un jour sur ces médias-là, nous avons dit, quand on veut véhiculer une information sur les réseaux sociaux, il faut donner la source. Il faut donner la source.
si on dit l'OMS, si on dit l'UNICEF, si on dit New World TV, si on dit ceci, il faut donner la source pour qu'on puisse vérifier avec celui qui a généré cette information-là. S'il s'avère que celui qui a généré cette information le confirme là, ok. Maintenant, les effets secondaires, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'effets secondaires avec les vaccins. Non, 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 non. Tout médicament, que ce soit même des plantes, ou que ce soit des synthétiques ou ferments de pharmacie, il y a toujours quelque chose comme effet secondaire qu'on suit. C'est pas ce qu'on dit. On n'a pas dit que c'est zéro, non. Bien. Donc, la crainte des Africains, je dois revenir là-dessus pour dire ceci. C'est une peur bleue. Honnêtement, c'est une peur bleue parce que dans les essais cliniques, actuellement même en cours, ou même dans l'histoire, l'Afrique ne représente que 2% des essais cliniques. C'est-à-dire que les Africains se sont prêtés volontaires pour faire les essais cliniques que dans la proportion de 2%. Les Américains sont en tête avec 40%. Puis les Européens viennent autour de 25%. Ça veut dire que les essais cliniques ont lieu plus ailleurs qu'en Afrique. Absolument. C'est ça. Nous, on parle sur la base des statistiques scientifiques. On ne fait pas la gesticulation, on ne fait pas la philosophie. Non. Donc, La philosophie n'est pas de la gesticulation. Ah, bon, je ne sais pas. Je sais bien. De toute façon, je n'ai jamais été fort en philosophie, donc ça, je suis d'accord avec vous. Bon, mais, donc, il faudrait dire que on peut mettre la balle à terre. Et rassurez-vous, si le blanc, là je parle terre à terre, hein, si le blanc trouve la solution là, vous croyez qu'il va passer d'abord à vous? Non. Aujourd'hui, quand on parle de candidats vaccinés aux États-Unis, il y a 30 000 volontaires pour faire la phase 3. 30 000. Il n'y a aucun Africain dedans. Pourquoi nous, on doit avoir peur qu'on envoie les gens, on envoie un vaccin ici pour nous tuer? La deuxième chose, lorsque une substance, un médicament ou un vaccin arrive dans un pays, non, nos pays ont quand même des processus de validation. Oui, mais si les Africains ne sont pas capables de fabriquer le vaccin, est-ce que vous pouvez déterminer ce qui se trouve dans un vaccin qu'un autre a produit? Mais c'est ce que nous disons. En Afrique, quand même, on a, au Togo, on n'a pas ces laboratoires-là, mais en Afrique, on a des laboratoires où, avant que les lots n'arrivent, on les envoie, on les teste. On est d'accord? Et c'est pour ça, dans le temps, j'avais parlé de la phase 4 qui consiste, lorsque vous prenez un vaccin, il y a toutes les informations, les lots là-dessus. Et lorsque on l'utilise dans la communauté, on relève toutes les informations. C'est ce qu'on appelle le suivi de la pharmacovigilance. Donc, un État ne peut jamais, les autorités d'un État africain ne peuvent jamais accepter qu'on débarque, que ce soit un médicament ou un vaccin comme ça. Vous vous rappelez quand on a reçu... Mais, docteur, pendant ce que vous dites, votre affirmation est, je ne veux pas dire philosophique, mais... Parce qu'on a vu certains États accepter qu'on déverse sur leur sol des déchets toxiques, comment on va dire, radioactifs. Mais qui a pris la décision? Est-ce que c'est les scientifiques? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, du déchet radioactif a été déversé, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans l'affaire Probokwala. Oui, mais est-ce que c'est des scientifiques? Est-ce qu'on a demandé l'avis des scientifiques? Nous avons vu dans la lutte contre la Covid-19 que, bon, certains politiques se sont arrogés le droit des scientifiques pour faire des annonces, alors qu'ils ont oublié qu'ils ont des scientifiques qui devaient leur dire, bon, on peut dire ceci, on peut ne pas dire ceci. Nous disons, on ne fait pas comme je l'ai dit, on ne dit pas des choses au hasard, on les dit avec base factuelle. Si tu n'as pas une base factuelle, il vaut mieux te taire. Il ne faut pas parler. Docteur Kévy, est-ce qu'il est possible, hein, dans votre entendement, je parlais entendement comme Kant le dirait, je fais un peu de philosophie, n'en déplaise à docteur Pana. Dans votre entendement, est-ce qu'il est possible, hein, qu'ailleurs, des médicaments soient conçus spécifiquement pour nuire aux Africains? On ne peut pas le dire. Hein? Non, on ne peut pas le dire.
C'est une hypothèse que vous écartez. Non, c'est une hypothèse qu'on écarte. Pourquoi? Sur quelle base? D'abord, nous-mêmes, dans tout le système que vous avez, dans tout le système de santé que vous avez, nous sommes d'abord des hommes. Et nous avons des familles. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire rentrer dans nos pays vont agir sur notre propre famille. Et donc, au niveau de l'éthique avec lequel on gère normalement le système de santé, normalement, ça ne devait pas se faire. C'est pour ça que même si des gens ont des intentions, comme on l'a dit tout à l'heure, on a fabriqué des faux médicaments, des faux vaccins, dans un but ou un autre, qu'on ne pourrait pas savoir, qu'on ne pourrait pas avoir les tenants et les aboutissants, il faut qu'on puisse faire le contrôle scientifique adéquat pour que ces éléments-là ne puissent pas rentrer dans, dans la population. Et c'est fondamental. Et ces éléments-là, c'est fondamental. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup d'éléments de conspirationnisme et autres. Bon, si on veut rentrer dans ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je le dis, si nous pouvons économiser un peu notre énergie pour parler de ça, et que nous pouvons regrouper cette énergie-là, regrouper les mégas c'est-à-dire que nous essayons de dilapider pour parler de ces choses-là, et de pouvoir rassembler un peu ces sous, pour pouvoir appuyer le système de recherche, les scientifiques et autres, pour que l'Afrique puisse être capable de pouvoir mieux réagir au niveau international, moi, je opterai beaucoup plus vers là. Je vous renvoie la même question, docteur Pana. Est-il possible que quelque part des laboratoires fabriquent des médicaments spécialement pour les sujets africains? Bien. À cette question, comme le docteur Kevin l'a dit, je pense que la question serait non. Mais il n'est pas exclu que des gens puissent, comme je l'avais dit, se mettre dans le chemin de fabrication des faux. Mais si un vaccin, un médicament a suivi tout le processus normal pour sa mise sur le marché, selon le processus et les contrôles, on doit être rassuré à 100%. Oui, mais il ne s'agit pas de faux. Ce qui est souvent relayé, il est dit que le vaccin sera fabriqué avec des éléments complémentaires, des nanoparticules qui interagiraient avec des récepteurs placés quelque part en lien avec les 5G. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, oui, où quelqu'un a démonté un cache pour montrer des choses comme ça. Monsieur Gilles, je peux le faire. Hein? Je peux le faire. Il suffit que j'aille voir un tailleur du coin, il me met une puce là-bas, et puis je me fais filmer. Je dis, ben, voilà ce que j'ai trouvé dans le lot. Nous ne disons pas que ce n'est pas vrai. Moi, par là, je ne peux pas vérifier ça. Il faut que j'ai les bases factuelles avant de dire oui ou avant de dire non. Mais ce que je voulais rappeler aussi, ce n'est pas seulement au niveau de la santé, M. Gilles, mais tout ce que nous consommons. Les aliments. Les aliments. Donc, qu'est-ce qui vous donne le contrôle que tout nous... Vous savez, j'ai vu, on a saisi des tonnes, de bouteilles, des milliers de tonnes de bouteilles de fabrication de Malta au Nigeria. On a montré l'usine de fabrication qui était dans un petit quartier quelque part à Lagos là-bas. Mais c'est déversé sur le marché. Tout se résume sur le processus de contrôle que nos pays africains doivent mettre en place dans tous les domaines, que ce soit sur les médicaments, les vaccins, les pâtes alimentaires, les boissons, tout ça là. Si le système de contrôle tel que le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement le fait, si je vous dis, il y a des choses, aujourd'hui, on peut faire un débat un jour sur l'environnement. Moi, quand je lis et je vois certaines utilisations de certains pesticides, il y a des questions qui se posent là-dessus. Il y a beaucoup de questions qui se posent en matière de santé. Donc, on n'est pas que dans la santé, on est dans beaucoup de choses en matière de contrôle
de la qualité de tout ce que nous mettons à la disposition de la population pour son utilisation. Vous m'entendez une bonne perche pour envoyer la question à, à l'expert de l'environnement aussi. Alors, pourquoi vous laissez faire? Est-ce qu'il existe des mécanismes fiables pour, comment on va dire, analyser que ce soit aliments, médicaments ou ce qu'on utilise, les produits dans le domaine de l'environnement? Est-ce que des processus codifiés existent, du matériel adéquat pour savoir, pour déterminer justement la qualité de ces différents produits? Merci, M. Gilles. Je pense que, comme vient de le dire tout à l'heure mon aîné, le docteur Pana, vous savez, tout passe par le système de contrôle. Aujourd'hui, vous voulez faire rentrer un produit dans l'Union européenne, c'est-à-dire que pourquoi même certains produits, l'exportation vers l'Union européenne est difficile? C'est parce que certains de nos produits que nous fabriquons ne respectent pas ce genre de protocole. De l'autre côté, quand les choses doivent venir normalement chez nous, normalement, il faut le même. L'exemple simple. Une substance arrive ou une cargaison de différents produits chimiques arrive ou de différents produits médicaments arrivent. Normalement, on fait des prélèvements aléatoires dans le lot et on envoie normalement à un laboratoire de qualité du pays pour pouvoir les analyser. Vous avez certains de ces laboratoires qui sont à l'université, mais le plateau technique n'est pas assez renforcé. Ça veut dire qu'il y a certains éléments qui passent. Il y a certains produits, par exemple, quand je parle dans les milieux qu'on utilise au travail, dans les usines et autres, certains produits sont déclassés. Certains produits chimiques sont déclassés. Mais ces produits chimiques-là, on les reconditionne autrement et on les fait passer. Parfois même, ce n'est pas par, disons, les circuits habituels. On les fait passer par contrebande. Et on retrouve ces produits-là directement sur le marché. Les gens sont en train de l'utiliser. Et parfois même, ce qui est fait tout autour dessus, c'est que on écrit... Ça veut dire que votre système de contrôle n'est pas efficace. Je me rappelle même l'histoire du tilapia contaminé avarié qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive il y a quelques années déjà. 3 conteneurs saisis, le temps de les brûler, et un conteneur est porté disparu. Oui, mais ça aussi, c'est les hommes. C'est-à-dire qu'il y a un système de contrôle qui est mis en place. Ouais, si on peut faire disparaître un conteneur de tilapia avarié dans la nature alors que c'était saisi, alors est-ce qu'on n'a pas de grandes questions à se poser sur l'efficacité du contrôle qui est effectué? Il y a l'efficacité du contrôle, mais il y a aussi les aspects qui sont liés à l'éthique. Il y a l'éthique. C'est-à-dire que vous savez que ce produit, cet élément-là est toxique, est nuisible à la population. Et on vous a mis dans le dispositif. Le protocole est là. Le protocole, pour pouvoir le suivre, il faut mettre des hommes là. Maintenant, si parmi ces personnes-là, vous avez une personne assez cupide pour pouvoir détourner un produit toxique, un élément toxique, pour pouvoir le mettre dans la population, pour pouvoir gagner un petit sou, vous voyez que c'est vraiment dangereux. Oui, mais le problème, c'est la population aussi parfois, parce qu'il y a certains de ces produits qui sont brûlés, qui sont envoyés au dépotoir, mais vous voyez des populations s'agglutiner autour de ces produits pour les récupérer. Oui. Je me souviens. Il est difficile, honnêtement, dans nos pays, de pouvoir contrôler tel qu'il se doit. Les textes sont là, les procédures sont là, mais c'est très difficile. Vous vous figurez? Je vous donne 1 ou 2 exemples. Hein. Regardez quand les vétérinaires vont pour vérifier la viande, là. Ils trouvent qu'une carcasse est contaminée. On prend ça, on verse des produits là-dessus, on creuse, on enterre. Est-ce que vous savez que derrière maintenant, il y a des gens qui vont déterrer la viande pour aller la consommer au risque de pouvoir d'abord s'empoisonner? C'est le comportement humain. Et c'est celui-là qui a peur de recevoir du vaccin. Exactement. Et c'est celui-là qui a peur du vaccin. Deuxième exemple. La fois dernière même, le colonel Djibril l'a dit. Ça s'est passé il n'y a pas quelque temps. Le processus de diagnostic du coronavirus est fait. Vous savez que quelqu'un a trafiqué le résultat
Ils l'ont dit la fois dernière. Ouais. Sur les ondes. Quelqu'un qui est positif, il voulait absolument voyager, il va trafiquer, il devient négatif. C'est le comportement humain. Ça, ce n'est pas... Les procédures ne le disent pas, mais c'est l'homme. Le dernier cas, je ne vais pas citer le pays. Quand j'étais encore au bureau régional, j'étais conseiller régional de lutte contre le VIH-Sida. Je suis allé dans un pays pour supporter l'élaboration des stratégies. Je me suis intéressé à leur système de diagnostic du VIH. Vous savez, il y avait une ONG qui, pour aider les séropositifs, faisait des paquets d'aliments, des paquets pour les aider à vivre et boire leurs antirétroviraux. À cause de ce paquet, il y a des gens qui allaient voir leur cover pour se délivrer des faux résultats positifs. Voilà comment l'Africain, nous sommes. Il n'est pas malade, mais à cause d'aller chercher ce petit paquet-là, il va se faire délivrer un test séropositif. Le résultat positif au VIH. Pour avoir accès et avec ça, il va aller chercher les trucs. Vous voyez? Donc, malgré tous les systèmes de contrôle, malgré tous les processus communs, il y a toujours des verrous qui échappent par un truc. Mais on ne doit pas se lasser, on doit continuer, non seulement au niveau général, au niveau étatique, mais également au niveau individuel et collectif. Ouais. Docteur Kevin, dans ce contexte-là, ce tableau qui est peint, tout le monde l'a vu, quel type de communication pour préparer les esprits à l'arrivée donc du vaccin, du probable vaccin contre le coronavirus? Que faire? Oui, merci beaucoup. Je pense que déjà, si on peut dire que ces émissions-là que vous organisez, c'est déjà un élément. Non, en fait, il faut que la population d'abord puisse comprendre. C'est ça qui est l'élément fondamental. Et comprendre de manière basique, d'abord, la vaccination. Et ça, c'est un élément fondamental. Dès qu'ils l'ont compris par rapport aux différents processus qui pour pouvoir avoir la vaccination et qui sont sécurisés que dans le processus, avant que la vaccination, le vaccin ne puisse arriver sur le territoire, les autorités qui sont là, sanitaires, sur le dispositif mis en place pour pouvoir assurer la sécurité. Ça, c'est un élément fondamental. Mais est-ce que la population fait confiance au pouvoir public? C'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas... Non, je peux continuer. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect-là. Premier élément. Vous pouvez dire que non, la population n'a pas confiance et autres. Mais quand vous faites ça, vous montrez quand même aux gens par rapport à ce qui s'est déjà passé. C'est déjà un élément fondamental. L'autre élément aussi, dans la communication, il faut pouvoir faire des analogies, d'abord faire les études anthropologiques et sociologiques par rapport à la situation. Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur? Qu'est-ce qui est l'élément qui fait que c'est comme ça et que les gens ont peur? Quand vous analysez ces éléments-là, vous pouvez trouver les maillons faibles au niveau de cette communication. Vous trouvez les moyens faibles par rapport à l'appréhension que les populations ont. Et quand vous arrivez à pouvoir revoir cette appréhension, vous pouvez faire les analogies pour que les populations puissent véritablement, disons, accepter plus facilement. Donc, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit une fois, aujourd'hui, par exemple, accepter la maladie, comprendre par exemple Covid. Je vous ai une fois dit, par exemple, dans le système traditionnel élevé, on dit Anibanou, ou on dit Sakpate, mais c'est quoi? C'est la variole. Vous voyez. Donc, et tout le processus de gestion, comme je l'ai dit, ce processus de gestion, c'est un processus de gestion avec les mesures qui sont mises en place, les interdits, tous ces éléments-là, c'est les interdits qui sont liés, par exemple, à des mesures barrières. Ça, par exemple, en passant par cet élément, on peut faire comprendre facilement à la population que voilà comment on peut faire, par exemple, par rapport aux mesures barrières, pour pouvoir mieux expliquer. Et de la même manière, je demandais à une dame, déjà ce matin même avant de venir, je lui ai dit, mais comment ça se faisait? Bon, c'est vrai que ce n'est pas le vrai processus de vaccination, mais il disait que, qu'il y avait des possibilités où on faisait des scarifications aux gens par rapport à celui qui a déjà été atteint pour pouvoir faire ci ou cela. Donc, maintenant, quand on analyse ces éléments, on peut facilement réajuster la communication pour faire comprendre aux gens que
ce que nous sommes en train d'amener, ce n'est pas un élément qui contient des éléments qui vont avoir une atteinte sur la population, et que c'est un élément plutôt qui va renforcer votre immunité et vous permettre. Vous avez vu comment l'économie est carrément en train de plonger actuellement. Et on ne peut pas courir vers là alors qu'il y a la santé. Et donc, par rapport à ça, moi, je pense que le travail à faire, c'est de pouvoir véritablement agir au niveau social, donc des études sociologiques, anthropologie, historiques, et travailler avec les médecins pour pouvoir faire ces réajustements-là. Vous avez vu, même dans le cadre de Ebola, pour pouvoir amener les populations au niveau de la Guinée et autres, là, ce n'était pas les médecins simples. C'est avec les anthropologues, les sociologues qu'on a pu aller expliquer même à la population, même pour faire les enterrements dignes et sécurisés, autres là. On a dû passer par ce processus-là. Et donc, dans ce processus, il ne faut pas oublier les aspects liés à ceux qui sont des leaders communautaires. Donc, sur lequel il faut s'appuyer pour expliquer ces choses-là à la population, et progressivement, les gens vont pouvoir comprendre que c'est bénéfique pour eux. Et là, on va passer à une autre étape. Les craintes liées à la vaccination, ce n'est pas seulement un problème africain. Même en France, les vaccins contre la grippe n'ont plus pignon sur rue comme avant. Alors, dans ce contexte général, docteur Pana, nous tirons vers la fin de cette émission. Que faire au niveau communicationnel pour rétablir la vérité, préparer les esprits au vaccin, s'il le faut? Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la communication. Vous l'êtes mieux que moi. Peut-être qu'un jour, on va vous associer pour que vous nous aidiez à trouver les meilleurs. Mais le problème, souvent, dans les pays africains, on préfère donner des informations plutôt que de communiquer. Voilà. Nous allons... Bon, c'est pour ça que j'ai dit... C'est des concepts qu'il faudrait effectivement élucider et puis les approcher, comme il a dit, de quelle manière, la communication, la mobilisation, tout ça là. Donc moi, je pense que si vous prenez la polio, qu'on vient de déclarer totalement éliminée, il y a eu beaucoup de difficultés dans le parcours de cette lutte-là. Des messages, des contradictions, des contre-campagnes, etc. Oui, mais que ça stérilise. Voilà. Mais on est arrivé quand même à les gérer. La première des choses qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait que les agents de santé comprennent que, plus que jamais, la santé n'est pas seulement l'apanage des agents de santé. Ça, il faut qu'on le comprenne. On a besoin de tous les acteurs pour pouvoir arriver à l'objectif sanitaire qui est ciblé dans la vaccination. Donc tous les acteurs, et il les a cités, Dr Kiwi, ceux qui sont au niveau communautaire, ceux qui sont au niveau de l'enseignement, de la formation, tout le monde doit participer. Les anthropologues, les sociologues, les communicateurs, les philosophes aussi. Oui. Absolument. C'est très important. Ils sont très aussi... Je l'ai dit, un jour on pourra débattre sur cette question des philosophes. Bien, il faut aussi utiliser ce que nous appelons généralement les pairs éducateurs. Et ça se trouve dans la communauté, y compris les leaders. Si vous regardez très bien parfois dans un village ou dans une communauté, c'est une personne. Vous ne la découvrirez jamais, elle n'est jamais en front line. Elle est derrière quelque part là. Et c'est elle qui tire les ficelles. Parce que peut-être elle a un petit intérêt qui n'a pas été satisfait. Et puis c'est fini. C'est pour ça que les anthropologues, les sociologues et tout ça là doivent analyser et en arriver. Lorsque vous prenez cette personne-là et que vous le menez dans le jeu... Est-ce que le message passe par ces leaders d'opinion? Le message passe comme sur les rails. Ça, c'est très important. La troisième chose, c'est le type de message. Il faut savoir élaborer les messages, les messages clés, pas très longs, et les véhiculer. Et utiliser les canaux qu'il faut. Souvent, moi, je dis aux gens, c'est bien. Aujourd'hui, nous avons la télé, nous avons la radio. Mais, je ne sais pas, est-ce qu'une étude a été faite pour voir quel est le pourcentage de Togolais, par exemple, qui regardent la télévision une fois par jour pour écouter les messages qu'on lance? Question mark. Et combien de Togolais ouvrent les radios pour écouter les émissions sur tel ou tel... voilà.
Ça peut aider à diversifier justement les canaux de communication, de sensibilisation, de mobilisation. Je crois que c'est extrêmement important. Parce que quelqu'un qui est à Ounadjassi dans le plateau de Daï là-bas, ou bien à Tikpaï, ou bien je ne sais pas où là, à Somdina, ou bien à ou bien N'Djamena. Est-ce qu'il a d'avoir une radio? C'est la question. Donc, on ne peut pas l'atteindre par la radio ni par la télé. Quel est le canal approprié pour aller lui donner l'information, pour qu'il participe? Je crois que ça, ce sont des réflexions. Et au fur et à mesure, c'est dynamique la communication. La communication, elle est dynamique. La mobilisation, elle est dynamique. Il faut prendre tout le monde pour pouvoir arriver à l'objectif. Alors, une dernière question. Une mauvaise communication, est-ce qu'elle peut faire échec à une éventuelle campagne vaccinale contre le coronavirus? Ah oui, non, ça c'est fondamental. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Dans quelle mesure? Si je vais remonter rapidement dans l'histoire. Par rapport à la vaccination que les Allemands avaient voulu faire par rapport à la variole, la mauvaise communication, c'était fait. D'abord, cette vaccination a été faite par les militaires. Or, c'est les militaires même qui accompagnent pour pouvoir venir prendre, disons, comment on appelle, l'impôt. Donc, ça fait que les sujets à vacciner se tout le monde a dissimulaient. commencé par fuir. Est-ce que vous voyez? Donc, une mauvaise communication sur la vaccination ne va pas nous aider. Et donc, par rapport à ça, comme le docteur l'a dit, il faut pouvoir savoir les messages et savoir les canaux. Et les canaux, souvent en Afrique, ce n'est pas toujours les canaux habituels, modernes que nous avons, mais il faut pouvoir voir les canaux les plus simples que les gens utilisent d'habitude. Donc, les réunions et autres, familiales et autres, et pour pouvoir y aller. Et donc, avec une bonne communication, je pense qu'on peut véritablement ouvrir encore plus l'esprit de la population sur la nécessité de pouvoir se vacciner ou de se prendre en charge de manière adéquate contre ce Covid-19. Les grandes oreilles vous ont certainement écouté et tireront beaucoup de leçons de ce que vous avez dit, les sages conseils que vous avez prodigués. Docteur Pada, merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est avec plaisir, à décorer. Gilles. Vous le savez, c'est notre contribution, notre modeste contribution tout le temps quand vous nous sollicitez pour venir partager un peu quelques informations que nous avons à notre niveau. C'est avec plaisir toujours que nous serons sur votre plateau ici. Et je vous fais commandeur de l'ordre du Nouveau Monde. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu avais le pouvoir là. Merci beaucoup. Merci. Donc, en vertu des pouvoirs que le docteur Pada m'a conféré, je me fais donc à cette émission. Tout de suite, une nouvelle édition du journal. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. À très bientôt. Merci.